Il est 13 h, bonjour à tous. Merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce vendredi. Questionnement, interrogation, stupéfaction, les producteurs de cacao ivoiriens veulent comprendre les réticences de certains chocolatiers et industriels pour la mise en œuvre du différentiel de revenus décent décidé en 2019. Abidjan et Accra accusent Hershey et Mars, deux multinationales américaines du chocolat, de ne pas vouloir payer une prime spéciale destinée à mieux rémunérer les agriculteurs. Le 4e pont d'Abidjan sortira bientôt de terre. Sa construction qui engage le dédoublement de la voie Abidjan-Dabo a entraîné des déguerpissements de population. Le ministre de l'équipement de l'entretien routier Amédée Kouakou était dans la commune de Songon pour visiter les chantiers de recasement de certaines personnes impactées par le projet. Et puis dans l'actualité internationale au Mali, les 121 membres du Conseil national sont connus. Le président de la transition malienne, Bandao, a publié dans un décret présidentiel lu par le secrétaire général de l'Assemblée nationale sur la télévision nationale ORTM la liste des 121 membres du Conseil national de transition. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonjour à tous. Il a dirigé la France, présenté comme un grand ami de l'Afrique, Valéry Giscard d'Estaing s'est éteint le 2 décembre dernier dans sa 94e année. En cette douloureuse circonstance que connaît la France, le président de la République Alassane Ouattara, au nom du peuple ivoirien, du gouvernement ivoirien et en son nom propre, adresse à son Excellence Emmanuel Macron, président de la République française, au gouvernement et au peuple français, de même qu'à la famille de l'illustre disparu, ses condoléances les plus émues et exprime ses sentiments de profonde compassion. Le chef de l'État salue la mémoire de ce grand homme d'État reconnu comme un rénovateur de la vie politique et de la société française qui a consacré son mandat à la modernisation de la France et à l'approfondissement de l'Union européenne. Valéry Giscard d'Estaing qui avait effectué, rappelons-le, une visite mémorable en Côte d'Ivoire en 1978 à l'invitation de Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire. Une visite, rappelons-le, pour magnifier l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et la France. Et parlons justement d'excellence de relations, celle qui existe entre la Côte d'Ivoire, le Ghana et les multinationales américaines du chocolat n'est pas sous son meilleur jour. Abidjan et Accra accusent Hershey et Mars, deux multinationales américaines du chocolat, de ne pas vouloir payer une prime spéciale destinée à mieux rémunérer les agriculteurs qui produisent le cacao. Une rencontre s'est justement tenue à Yamoussoukro hier jeudi entre les acteurs de la filière cacao. Les producteurs de cacao ivoiriens veulent comprendre les réticences de certains chocolatiers industriels et négociants pour la mise en œuvre du différentiel de revenus décent décidé en 2019. Ce différentiel de revenus décent permet aux producteurs de bénéficier d'un bonus de $400, soit 200 000 francs CFA, par tonne de cacao produit. Noël Gagnon. Jeudi 3 décembre, hôtel de ville de Yamoussoukro. Les producteurs de cacao de Côte d'Ivoire mobilisés ce jour sont inquiets. Depuis plusieurs jours, des informations à travers la presse nous parvenaient concernant la réticence de certains industriels à la mise en œuvre du différentiel de revenus décent DRD. Pour rappel, le DRD ou différentiel de revenus décent permet aux producteurs de gagner $400 ou 200 000 francs CFA sur chaque tonne de cacao vendue. Une sorte de bonus pour améliorer leurs revenus. Voilà qui explique cette mobilisation pour mieux comprendre les réticences des chocolatiers, industriels et négociants. Leur interlocuteur pour cette séance d'explication et d'échange, le Conseil Café Cacao, le régulateur ivoirien. 3 heures durant, producteurs ont passé au peigne fin le processus d'adoption du DRD et se sont fait expliquer les informations relativement au comportement des chocolatiers Hershey et Mars. Au thème de la rencontre, ils ont souhaité que le cacao cesse d'avoir un goût amer pour eux, d'où l'invite à plus d'entente entre acteurs pour la mise en œuvre du DRD. Nous, producteurs de cacao de Côte d'Ivoire, invitons les industriels du cacao au respect de leur engagement à payer le DRD aux producteurs ivoiriens et ghanéens. Le soutien des producteurs ivoiriens au Conseil du café cacao et au Ghana Cocoa Board pour toute initiative d'application du DRD. La mise en place d'un comité de suivi du DRD par les producteurs ivoiriens et ghanéens. Notons que sur les 100 milliards de dollars générés par la filière cacao, à peine 5% reviennent aux producteurs. Et pendant ce temps, ici à Abidjan, le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire a échangé avec le Conseil national des droits de l'homme sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Une rencontre focalisée sur la situation politique dans notre pays et l'action du CNDH sur le terrain. Éric Goré.
Le corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire au grand complet dans les locaux du Conseil national des droits de l'homme. Ces ambassadeurs échangent avec la présidente du CNDH sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Face à cette diplomate, Namizata Sangaré a fait un exposé de 2 heures d'horloge. Nous avons mis en place un observatoire pour le respect des droits de l'homme en période électorale. Nous avons fait une campagne de sensibilisation à la suite d'une formation de 66 rois et chefs traditionnels grâce à l'appui financier et technique du programme des Nations Unies, Ayam Sokro. Un tour d'horizon sur les droits civils et politiques en Côte d'Ivoire, avant d'évoquer les visites régulières de son institution aux détenus arrêtés pour les manifestations liées à la désobéissance civile. Je vois les détenus et contrairement à ce qui est dit, c'est vrai que ça ne fait pas plaisir d'être en prison, mais ils se portent physiquement bien. Namizata Sangaré reconnaît les dégâts énormes créés par ces violences. Cependant, la présidente du CNDH continue d'œuvrer pour la libération de ces détenus. Concernant l'élection du 31 octobre dernier, la première responsable du CNDH note que ce scrutin est acceptable au regard des tests et du droit de vote exercé par les citoyens ivoiriens. À la fin de la rencontre, les participants saluent l'initiative. Il y a une valeur ajoutée. On nous a expliqué quelles étaient les démarches concrètes du Conseil national des droits de l'homme et nous avons eu certaines réponses sur les questions que nous avons posées. Et de toute façon, c'est un dialogue qui continue. Nous avons eu cette réunion, mais nous avons l'occasion aussi d'échanger de façon plus informelle et bilatérale. Et donc cela a été très enrichissant et cela continuera de l'être dans le futur. Merci. Merci à vous. Des femmes et des jeunes filles violentées, l'on note 3184 cas de violences domestiques en 2019 selon les statistiques nationales. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, en collaboration avec les agences du système des Nations Unies, a célébré à Abidjan la campagne nationale des 16 jours d'activisme contre les violences à l'égard des femmes et des filles. À thème national, zéro violence domestique, je m'engage. La ministre de tutelle, Bakayoko Ly Ramata, a traduit l'engagement du gouvernement à réduire les inégalités sociales et à promouvoir les droits de la femme dans le développement du pays. Jean-Marc Djadji. Les femmes et les jeunes filles de Côte d'Ivoire stoppent aux violences à leur égard. Célébrée avec le ministère de tutelle, la campagne des 16 jours d'activisme contre ces violences reste une opportunité, celle d'éliminer toute inégalité sociale. La Côte d'Ivoire a enregistré une hausse des cas de violences domestiques avec la Covid-19. 67% des cas sont dans le milieu familial, selon les statistiques nationales. Ce que nous souhaitons voir maintenant, c'est quelque chose de beaucoup plus concret, beaucoup plus de financement allant vers les victimes des violences basées sur le genre, des services mis à leur disposition. Les agences du système des Nations Unies réitèrent leur soutien à l'État de Côte d'Ivoire pour assurer les projets de plaidoyer en faveur des femmes et des jeunes filles. Quant à la ministre Ly Ramata Bakayoko, elle s'est dite satisfaite des efforts déployés par le gouvernement pour éliminer ces violences. En tant que système des Nations Unies, notre rôle est d'encourager toutes les initiatives venant des pays orientées vers la sensibilisation, la mobilisation, le partage des connaissances et l'innovation dans le cadre de cette lutte. La création de 42 bureaux d'accueil genre dans les commissariats et postes de police, la mise à disposition de tous d'un numéro vert pour dénoncer, orienter et informer, c'est la ligne 1308 qui est gratuite et disponible 24 heures sur 24 à partir de tous les téléphones. Nous avons également salué la réouverture du centre Pavios, qui est un centre d'accueil et de transit qui permet d'héberger les survivantes des VBG avant leur insertion familiale. Il est important également de noter que l'action gouvernementale se traduit par des sanctions exemplaires infligées à ceux qui se rendent coupables de violences et de crimes à l'égard des femmes et des enfants. Débutée le 25 novembre, la campagne des 16 jours d'activisme s'achèvera le 10 décembre avec la journée des droits de l'homme.
Et mesdames et messieurs, être diminué physiquement n'empêche en rien la personne qu'il est d'apporter sa pierre à la construction d'une nation forte, solide, prête à relever les défis. Les personnes en situation de handicap ont été célébrées ce 3 décembre à l'occasion de la journée internationale décrétée en 1992 par les Nations Unies. La Côte d'Ivoire compte plus de 620 000 personnes en situation de handicap. Elles bénéficient de subventions pour leur prise en charge. Et justement, 1500 parmi elles ont intégré la fonction publique depuis 2017. C'est dire toute l'attention accordée par le gouvernement à leur situation. Et Didier Nguessan nous en parle. Et si l'on changeait de regard sur les personnes en situation de handicap, elles ne se considèrent pas comme handicapées, mais davantage comme des handicapables, selon l'expression chère à Joss Kezo, artiste chanteur et militant engagé pour la cause des 620 639 personnes en situation de handicap en Côte d'Ivoire. La 28e journée internationale qui leur est dédiée depuis 1992 est l'occasion pour elles de faire un point sur les acquis en leur faveur, mais aussi formuler des doléances. Créer un cadre institutionnel de haut niveau pour la promotion et la protection des droits des personnes en situation de handicap. À savoir notamment, ça c'est le vœu des personnes handicapées, un ministère spécialement dédié à la question. Un observatoire national des personnes handicapées. Nous souhaitons également un conseil national consultatif des personnes handicapées. Ces affranchis du sort, en écho à l'œuvre littéraire éponyme de la journaliste Agnès Crédit, gardent le sens de l'écoute, quand bien même ne peuvent plus entendre pour certains, et ne perdent pas de vue leur objectif d'intégration, quoique malvoyant pour d'autres. De 2010 à 2020, la subvention du gouvernement en faveur des personnes en situation de handicap est passée de 10 millions à 155 millions de francs CFA. En ce qui concerne l'emploi, le recrutement dérogatoire des personnes en situation de handicap à la fonction publique, qui sont à ce jour plus de 1500 personnes, dont 200 pour cette année 2020. Pour son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Les affranchis du sort, ce livre doit être lu par le plus grand nombre d'entre nous. Cet ouvrage est fait pour parler à nos cœurs, mais également, je trouve que c'est également une interpellation qu'Agnès Crédit nous fait. Il est fait pour que nous embrassions de nouveaux programmes et de nouveaux défis. En réponse à une doléance, le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, s'est dit favorable à une émission mensuelle sur les antennes de la RTI dédiée aux personnes en situation de handicap. Courir, chercher son bonheur ailleurs, parfois au péril de sa vie, c'est la périlleuse aventure dans laquelle se lancent malheureusement des jeunes qui, pour la plupart, ne verront pas ce rêve se réaliser parce que pris dans le piège de la difficile réalité de la migration irrégulière. Pour freiner l'élan de ces milliers de jeunes tentés par l'aventure de la migration irrégulière, l'Association des volontaires pour le service international conduit des programmes. Au terme du projet, l'heure est à la mise au point. Plus de 25 000 jeunes ont été sensibilisés et environ 500 ont bénéficié de formation et d'appui pour leur insertion socio-professionnelle. Grâce Kando. Deux projets en lien avec la problématique de la migration irrégulière dans les pays de l'Afrique de l'Ouest ont été mis en œuvre par l'Association des volontaires pour le service international. 2 ans après, c'est le moment du bilan. À travers les réseaux sociaux, c'est près de 70 000 jeunes qui ont été touchés, près de 20 000 interactions. En termes d'activités de masse dans les universités et dans les écoles, c'est près de 24 000 élèves et étudiants qui ont été informés et formés à travers des messages, à travers des sketchs théâtre, à travers des échanges, mais aussi à travers des projections de films. En termes d'insertion professionnelle, c'est près de 427 migrants de retour comme potentiels qui ont bénéficié d'appui au niveau de la formation professionnelle, mais aussi de création d'activités génératrices de revenus. Je connais le projet AFSIM, ceux qui m'ont financé 500 000 et j'ai commencé mon travail d'élevage à Daloa et je suis mariée. Je fais élevage des poulets de chair, donc ils m'ont même formé pour ça. Donc Dieu merci, ça va actuellement, il y a des bâtiments d'élevage. Ces 2 projets sur la migration irrégulière ont été financés à plus de 600 millions de francs CFA par la conférence épiscopale italienne et l'Union européenne. Ces projets visent à contrer les fausses informations et réexpliquer ce que ça veut dire, quel risque prennent les jeunes quand ils partent
risquent la mort. Vous avez, on a plus que 1500 personnes qui sont mortes cette année donc, dans la mer, et je ne compte même pas ceux qui se sont perdus dans le désert. Les objectifs de ces deux projets étaient de contribuer au changement de perception et de comportement afin de réduire la migration irrégulière. La sensibilisation doit se poursuivre. La sensibilisation est un message qu'on passe et il faut continuer, persister avec le message afin que nous ayons la même compréhension du phénomène et des dangers de la migration irrégulière. Et nous sommes tous les jours interpellés sur ce drame, mais qu'aussi à côté de la sensibilisation, que nous continuons en tant qu'État, les appuis aux jeunes. Créée en 1972, l'Association des volontaires pour le service international met en œuvre divers projets dans plus de 30 pays avec à la clé la promotion de la dignité humaine, la santé et l'éducation. Et puis le deuxième titre de ce journal, le 4e pont d'Abidjan, lui sortira bientôt de terre. Sa construction qui engage le dédoublement de la voie Abidjan-Dabou a entraîné des déguerpissements de population. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier était dans la commune de Songon pour visiter le chantier de recasement de certaines personnes impactées par le projet et justement faire la remise officielle d'écoles primaires aux populations d'Adiapoto. Amédée Kofi Kouakou a fait une escale à PK24 sur l'autoroute du Nord. Le reportage de Francis Boifou. Ce site, situé à PK24 sur l'autoroute du Nord, va bientôt accueillir les camions poids lourds impactés par la construction du 4e pont d'Abidjan. Les commodités qui sont sur cette plateforme, en termes de toilettes, en termes de magasins, en termes de salles de réunion, en termes de salles polyvalentes, en termes d'espace de dépannage de véhicules, en termes d'aide de stationnement, nous ne pouvons qu'exprimer aux autorités compétentes, avec à leur tête le président de la République, toute notre reconnaissance. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier était mercredi sur le terrain pour évaluer les travaux. Les aménagements sont bien faits. Ici, il va y avoir environ 200 camions qui pourront stationner. Nous sommes en train de regarder les voies d'accès. Ensuite, vous savez que le 4e pont traverse le quartier Boribana. Il y a beaucoup de populations donc, qui étaient installées là-bas. Il fallait donc déplacer ces populations. Surtout celles qui étaient donc des habitants résidents, qui étaient donc des propriétaires de leur maison. Donc un terrain a été pris donc, dans la zone de Songon. Les aménagements sont en train d'être faits au niveau donc, de la voirie, des réseaux, c'est-à-dire les canalisations, mais aussi des maisons seront construites. C'est environ 68 hectares qui ont été acquis à travers, sur l'ensemble du projet pour pouvoir relocaliser donc, ces populations. Avant ces chantiers, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kouakou, est allé remettre officiellement 2 bâtiments de 12 classes au ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Ces bâtiments bénéficient aux élèves du groupe scolaire Orange Adiopoto dans la commune de Songon. Les travaux d'élargissement de la route de Dabou vont malheureusement entraîner des impacts sur le groupe scolaire Orange du village d'Adiapoto 1. Cet impact se traduira par la destruction de 9 salles de classe. Il était donc nécessaire, afin de poursuivre la vision du président de la République en matière d'éducation, de reconstruire ces salles de classe qui devaient être détruites. Dans le cadre des différents projets d'infrastructure routière du PTUA, d'autres salles de classe sont en cours de construction. Voilà qui rassure les populations impactées par le projet de transport urbain d'Abidjan. Et je vous conduis à présent à la geste aussi. Mesdames et messieurs, suivons ensemble cet exercice de simulation engagé pour tester le dispositif sécuritaire au cas où la structure serait en face d'un réel danger. Alors pour commencer, voici le scénario. Arrêté, il est 10 h à la geste aussi, un incendie se déclenche et fait 3 victimes. Les soldats du feu luttent pour circonscrire la flamme. La suite, c'est dans ce reportage de Issa Chonoye. Aux environs de 10 h, à la société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire, GESSouci, le bac B21 prend feu. Dans la panique, 2 individus se trouvant sur les lieux sont blessés. À quelques mètres de là, au jet A1, 2 véhicules font collision. Un des chauffeurs, resté coincé dans sa cabine, est brûlé, portant le nombre de victimes à 3, tous pris en charge par les services de santé de la GESSouci. Alertés, les services de secours de la GESSouci et des partenaires à court. Nous sommes en pleine simulation de sauvetage en cas d'incendie. Nos services ont été alertés de la survenance d'un feu sur nos installations d'Abidjan-Vridi. Conformément au protocole de sécurité en vigueur, le directeur général fait déclencher le plan d'opération interne
en acronyme POI. Le périmètre est automatiquement bouclé et le personnel non essentiel évacué. Après une lutte acharnée, les soldats du feu parviennent à éteindre l'incendie et sécurisent le périmètre. Après 71 minutes de lutte acharnée, nos équipes de secours internes et nos partenaires traditionnels sont arrivés à vaincre le sinistre. La situation est définitivement sous contrôle. Le feu maîtrisé, le directeur général de la GEST aussi fait le tour du site. Il félicite pour l'occasion les services de secours externes venus prêter main forte à sa structure. C'est un exercice de tous les jours que nous faisons par rapport à la sécurité des installations. Donc là, c'était une opération pour mettre ensemble tous les moyens que nous avons, les moyens internes et les moyens extérieurs qui peuvent venir nous aider pour l'extinction d'un incendie ou bien d'un accident qui se produit. Je suis très satisfait du travail qui a été fait, surtout pour l'apport extérieur. Cet exercice d'incendie, la GEST aussi le réalise chaque année pour tester son dispositif sécuritaire en cas de danger réel. Voilà, et loin des exercices de simulation, le président de l'Union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace Sikasso, Korogo, Bobo, Dioulasso, Siama, Bamba était dans la région donc de la Bagoué pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de 20 forages sur la bande frontalière Burkina Faso, Côte d'Ivoire et Mali, lancé en octobre dernier, un projet qui s'inscrit dans le cadre du programme régional à la décentralisation dans l'espace UEMOA. Coût de réalisation, 200 millions de francs CFA financés par la France. Avant l'étape de la Bagoué, Siama Bamba était dans le Folon pour le même projet à Mississauga. Le puits est l'un de ceux qui approvisionnent en eau le village de Nérépié dans le département de Tingrela, dans la Bagoué, un puits qui tarit pendant la période de l'harmattan. Puisque les puits sont séchés, on a besoin de l'eau pour se ravitailler. On va au marigot souvent. Les eaux de marigot aussi, il y a des microbes dedans, donc on est obligé d'utiliser tout ça là. Donc avec la pompe, ça va aller. Non loin de Néguépié, la localité de Sirakoro à moins de 20 km du Mali. Ici également, se procurer de l'eau potable n'est pas chose aisée. Ce village a dû attendre 40 ans après sa première pompe, aujourd'hui défaillante, avant d'avoir un nouveau forage. Effectivement, 40 ans, renouveler une pompe en eau potable, c'est vraiment difficile. Cet ouvrage est comme un centre de santé. L'eau potable est source de vie, source de bien-être. Nos soulagements, c'est ça. Grâce au projet hydraulique initié par l'UEMOA et l'Union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace Sikasso, Korogo et Bobo-Dioulasso, Escabo, tous les villages situés sur la bande frontalière entre le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Mali bénéficieront de pompes à motricité humaine. Des réalisations qui vont favoriser l'accès à l'eau potable dans cette zone. Une visite de terrain pour s'imprégner de l'avancée des travaux. Il a été demandé à toutes les régions membres de l'espace Escabo de proposer au moins 10 localités qui pourraient bénéficier de forages. Et il y a une première tranche, et cette première tranche a permis de réaliser des forages, 12 forages en Côte d'Ivoire, 6 au Burkina Faso et 2 au Mali. Ici, dans la région de la Bagoué, le déficit en eau potable il est autour de 72%. Pour le volet rural, les nouveaux besoins, quand on les évalue, c'est quasiment le double de ce que nous avons. C'est-à-dire qu'il faut au moins 1200 points d'eau à réaliser. Ce sont 12 forages qui sont en cours de réalisation dans les localités de Kimbirela, Sokoraba et Sokoro dans le Folon, ainsi qu'à Néguépié, Sirakoro, Tingrela et Kanakono dans la Bagoué. Des ouvrages acquis grâce à l'appui financier de la France à hauteur de 200 millions de francs CFA. Et le Conseil régional du handball a lui tenu sa 3e session ordinaire. Les conseillers ont adopté le budget de l'exercice de l'année 2021. Il s'élève à plus de 4 milliards de francs CFA. Il s'agit d'accroître les investissements afin d'améliorer les conditions de vie des populations. Soro Corona. La santé, l'eau potable, l'éducation, la lutte contre le paillage clandestin ont constitué des sujets de la 3e session ordinaire du Conseil régional du handball. Session tenue à la préfecture de Katiola, chef-lieu de région. Occasion pour les conseillers de plancher également sur le budget primitif de l'exercice 2021.
Il s'équilibre en recettes et en dépenses à plus de 4 milliards de francs CFA, dont 900 millions pour le fonctionnement et plus de 3 milliards pour l'investissement. Pour le président du conseil régional du handball, l'objectif majeur des actions entreprises vise à accroître le niveau d'investissement de sorte à améliorer de façon significative le bien-être des populations. Ainsi, il est prévu, entre autres, la construction des centres de santé de proximité, le renforcement des infrastructures éducatives, réalisation de forages et de chantiers écoles pour lutter contre les méfaits de l'orpaillage clandestin. Les investissements du conseil régional du handball représentent plus de 70% du budget global et les populations devront, au fur et à mesure, ressentir les effets du développement. Nous entamons l'année 2021 avec le budget qui va donc permettre de continuer les actions et de réaliser les nouvelles actions. Les projets vont continuer dans les secteurs de concentration que sont l'éducation, la santé, l'eau particulièrement, c'est-à-dire des besoins vitaux qui doivent être mis à la portée de toutes les populations pour leur bien-être. Au cours de la tenue de la 3e session ordinaire du Conseil régional du handball, les autorités administratives ont félicité les populations pour le maintien d'un climat apaisé dans la localité lors de l'élection présidentielle. Et justement, le Covid-19 reste toujours d'actualité. Il faut continuer de rester vigilant. Concernant cette actualité dans notre pays, l'on note 28 nouveaux cas de Covid-19 sur 1444 échantillons prélevés, soit 1,9% de cas positifs, 12 guéris et 0 décès. À la date du 3 décembre, la Côte d'Ivoire compte donc 21 389 cas confirmés, dont 21 022 personnes guéries, 132 décès et 235 cas actifs. On parle également de santé, cette fois direction la ville de Séguéla. La ville a célébré à sa façon la 33e journée mondiale de lutte contre le sida. Il ressort des autorités sanitaires de la région du Ourodougou que le sida n'est pas encore vaincu. Les populations mobilisées pour la circonstance ont été donc exhortées à poursuivre la lutte et surtout à se faire dépister. Alassane Koulibaly, Eugène Atoubé. 33e journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. À Séguéla, place Pavée, les populations se sont mobilisées pour célébrer ce moment. Les agents de santé venus de diverses structures sanitaires, les ONG de lutte contre le VIH-Sida, ont défilé dans une ambiance de fête soutenue par des artistes. À la lumière des statistiques sur la pandémie du VIH-Sida fournies par ces services, le directeur régional de la santé et de l'hygiène publique indique que dans le Ourodougou, le VIH-Sida est encore présent. Dr Brugoto Raymond exhorte les populations à un dépistage volontaire et ne pas baisser la garde contre cette pandémie. On dénote que 75% des patients ignorent encore leur état de santé vis-à-vis du sida. Chers parents, nous vous demandons d'éviter la stigmatisation des malades. Il faut les encourager à rester dans les soins pour bien se porter. Soyons responsables. La direction régionale de la santé et de l'hygiène publique du Ourodougou a dépisté 24 746 personnes dans les départements de Séguéla et Kani. Parmi ces dépistés, 452 sont positifs au VIH-Sida, un taux de prévalence d'environ 1,8%. Devant cette réalité, le préfet de la région du Ourodougou invite les uns et les autres à une mobilisation générale dans la lutte contre le VIH-Sida, non sans avoir rappelé les ravages dont il est auteur. La maladie à coronavirus est venue détourner l'attention communautaire par rapport à la lutte contre le VIH-Sida. La commémoration de la journée internationale de lutte contre le sida est un moment indiqué pour une remobilisation sociale et communautaire autour de la lutte contre le VIH-Sida. Dans les deux départements que compte la région du Ourodougou, les taux de prévalence de VIH-Sida sont respectivement 1,37% pour Séguéla et Kani, 0,45%. Et dans l'actualité internationale, au Mali, le président de transition malienne, Ba Ndao, a publié dans un décret présidentiel lu par le secrétaire général de l'Assemblée nationale sur la télévision nationale, l'ORTM, la liste des 121 membres du Conseil national de transition. La mise en place, rappelons-le, de ce dernier organe de la transition faisait l'objet d'un bras de fer entre les autorités en place et une partie de la classe politique.
Et puis, en Centrafrique, la Cour constitutionnelle, rappelons-le, a invalidé hier jeudi la candidature de l'ex-président François Bozizé à l'élection présidentielle du 27 décembre. Elle a cependant validé 17 candidatures. Cette décision a été prise en raison des accusations d'assassinat, enlèvement et torture et les sanctions de l'ONU qui visent cet ancien chef d'État âgé de 74 ans. Et c'est sur cette information que se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.